Un après-midi, une femme se met à tirer sur sa propre création avec un fusil de chasse devant une foule d'invités. Pourquoi en est-elle venue jusque-là? Aujourd'hui, je vous raconte toute l'histoire. De Niki de Saint-Phal. Niki est la descendante d'une vieille famille noble française, la famille de Saint-Phal. Son père, André de Saint-Phal, français donc, est directeur de sa banque d'investissement, Saint-Phal & Co, en plein New York. Et sa mère, Jeanne Harper, américaine, se contente de rester à la maison. La petite Niki naît en 1930, sauf qu'un an plus tôt, un événement plus qu'important secoue totalement les États-Unis. Le père de Niki se retrouve ruiné par le krach boursier de New York. Pour vous résumer rapidement ce qui se passe lors de ce 24 octobre 1929, on se trouve alors dans une époque d'après-guerre exceptionnelle aux États-Unis. Les salaires augmentent, les villes s'urbanisent et les banques prêtent beaucoup d'argent. Elles prêtent beaucoup d'argent, notamment aux gens qui pensent que telle ou telle entreprise va fonctionner. Ça crée ce qu'on appelle des spéculations, et tout le monde vend ses actions, le marché s'écroule, et les banques ferment. Jeanne décide donc de mettre au monde la jeune Niki en France, à Neuilly-sur-Seine. Donc en 1930, je suis née en France. Les étés, je visitais les châteaux de mes grands-parents. Élevée entre ces murs remplis de blasons Saint-Phal, les histoires chevaleresques bercent Niki et son frère durant plusieurs étés. Son imaginaire se nourrit et les créatures fantastiques s'invitent dans son esprit. Mais il est temps de regagner New York. On est au milieu des années 30 et son père André a redressé la barre. La crise est passée et un avenir radieux, luxueux, attend la petite Niki. Niki découvre son appartement luxueux en plein Manhattan. Sauf que dans la noble famille Saint-Phal, malheureusement, la place de la femme en société est vouée à rester la même. Se marier, élever ses enfants, et c'est tout. Bah oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. Puis nous, bah, c'est pas notre rôle. Vous pourriez rester avec elle et l'aider ou la regarder faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison? Absolument. Pourquoi? Parce que ça lui permet déjà de rendre la vie plus agréable à son mari, parce que au lieu de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, lorsque l'homme rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait et la journée se termine plus calmement. Sa mère, Jeanne, élève ses enfants à la dure. Niki raconte même que son frère s'est vu forcé de finir son assiette jusqu'à en vomir pour finalement être obligé de le ravaler. Ma mère avait un placard où elle rangeait le linge. Et je me rappelle un jour, je la regardais ranger, je dis moi, je ne ferai jamais ça quand je serai grande. Jamais, jamais je ne compterai du linge. Elle m'a giflé. Pour elle, sa mère incarne les démons qu'elle imaginait depuis toute petite. Avec son père, elle s'entend mieux. Avec lui, elle s'évade un peu plus de cette pression que lui inflige sa mère. Mais lors de ses 11 ans, durant ce qu'elle appellera l'été des serpents, son père va commettre l'impensable. Cette horrible confession, Niki va la garder pour elle pendant 53 ans. Elle la racontera pour la première fois dans une lettre adressée à sa fille en 1994. Son père la dégoûte
D'autant qu'elle le voit régulièrement tromper sa femme, c'est avec des griffes et des femmes plein la tête qu'elle le représente. À l'approche de la vingtaine, Nikki ressent le besoin de s'éloigner de cette famille qu'elle méprise. En quête d'indépendance, c'est dans les soirées branchées new-yorkaises qu'elle rencontre ses premiers contacts, professionnels déjà, comme les directeurs d'agences de mannequins. Sa beauté faisant l'unanimité, elle fait rapidement la une des magazines. Nikki a 18 ans et rencontre Harry Matthews, un jeune Américain de son âge, rencontré sur les bancs de l'école. Entre les deux, c'est le coup de foudre, mariage à 18 ans, puis maman d'une petite Laura à seulement 21 ans. On s'est mariés quand même, on s'est échappés. On avait tous les deux 18 ans. Les parents étaient furieux. Nikki se redirige petit à petit vers cette vie qu'elle essayait pourtant de fuir. Celle d'une femme au chevet de sa famille, à la maison. Et régulièrement, du bord de sa fenêtre, elle fait quelques observations. J'avais une vue sur la rue, sur ce qui se passait, et je voyais ce décalage entre comment mes parents vivaient et comment les autres vivaient. Très vite, c'est des choses qui m'ont angoissée, qui m'ont profondément touchée dès mon enfance. C'en est trop. Le couple n'est plus à l'aise dans cet environnement et décide de tenter l'aventure parisienne en 1952. Ils se sentent bien ici, et comme en témoigne l'un de ses premiers tableaux, sur lequel elle s'entraîne doucement, la famille paraît plus unie que jamais. Harry s'adonne même aux tâches ménagères, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes en ces temps-là, faut le préciser. Malheureusement, cette bonne volonté ne va pas empêcher Harry de flancher. Il trompe Nikki avec leur voisine. Il semble refaire surface, ces serpents du passé, qui commençaient pourtant à s'éloigner petit à petit. Nikki ne rompt pas avec Harry, mais les angoisses s'installent en elle. Alors déjà, à son tour, elle se met à avoir quelques amants, mais elle a surtout les idées noires. Elle récupère et vole tous les couteaux, ciseaux, rasoirs sur son passage. Je me suis souvent dit, quelle chance que je ne suis pas née au moment du terrorisme, j'aurais été peut-être la pire. Elle rentre dans une vraie dépression, à tel point que l'hôpital psychiatrique semble être la dernière solution pour la sauver. Les coups d'électrode qu'elle reçoit lui font perdre quasiment toute sa mémoire, mais c'est nécessaire tellement son cas semble sévère. Nikki ne voit qu'une solution pour tenir le coup, faire du collage avec les objets qu'elle déniche, à gauche, à droite, et puis peindre aussi. Peindre et sculpter ses combats du passé. Mais aussi ses combats d'aujourd'hui, le droit des femmes, qui peine encore à avancer. Rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, les femmes avaient la défense de sculpter, parce que ça leur donnerait des mauvaises idées. Rappelez-vous que Camille Claudel a passé 30 ans enfermée parce qu'elle avait plus de talent que Rodin, et c'était insupportable. Deux ans après sa sortie de clinique, Nikki s'offre un voyage à Barcelone avec Harry. Et là, c'est la révélation. Quand j'avais 25 ans, j'ai vu Gaudi à Barcelone, son extraordinaire jardin de joie. Et je me suis dit que ça, c'était mon destin, qu'un jour, moi aussi, je ferais un grand jardin comme ça. Les courbes colorées et difformes fascinent la jeune femme de 25 ans. Elle sait, à ce moment précis, que son avenir est véritablement à la création.
Ses idées fusent, son indépendance aussi. Elle voit de moins en moins Harry, de moins en moins sa fille Laura et de moins en moins son petit dernier Philippe. Celui qu'elle commence à voir de plus en plus, c'est lui. Au nom de l'art, Jean Tinguely, peut-on, selon vous, faire n'importe quoi? Il me semble, oui. C'est évident que l'art peut être fait avec tout. En se baladant un soir dans la capitale, accompagné de Harry, Nikki s'arrête à l'impasse Ronsin, dans le quartier Necker. Une impasse réputée, où bon nombre d'artistes parisiens s'y retrouvent depuis près de 80 ans. C'est là qu'elle rencontre Jean pour la première fois, Jean Tinguely. Il faut qu'on invente la machine pour libérer l'homme de l'esclavage. Parce qu'il faut savoir ce que l'homme faisait à l'époque. Il pompait dans les mines, il travaillait dur sur les champs, il devait, avec le cheval, ensemble avec le mulet ou avec l'âne, il était un trimeur, comment on appelle ça, un vrai esclave, il devait faire tout par ses propres bras et jambes et son corps et sa colonne vertébrale. Et l'invention de la machine est une chose effectivement fabuleuse. Ce Suisse sombre, mystérieux, passionné par ses machines, fascine Nikki, qui de plus en plus s'invite à l'impasse Ronsin. Cet endroit insalubre où l'on peine à se frayer un chemin, où les gens cuisent leur nourriture au milieu d'un désordre sans nom, mais c'est un endroit qui attire Nikki, elle qui a grandi dans le parfait opposé. On était tous fauchés. On vivait avec Jean à l'impasse Ronsin, on n'avait pas d'eau à l'impasse. Elle montre à Jean ses dernières créations. On sait maintenant où sont passés tous les objets volés. Les pistolets, les rasoirs, les doigts de poupée découpés montrent à quel point Nikki sort d'une période chaotique. Vivant à l'atelier, Jean se retrouve secrètement attaché à cet aristocrate de 30 ans, et ce, malgré la présence de sa femme, Eva. Les cœurs des deux artistes sont déjà pris, mais l'attraction est trop forte. Jean quitte Eva, et Nikki quitte Harry, pour s'installer dans l'impasse. Ça, c'est l'art performance. Contrairement aux autres genres, l'art performance est l'art de réaliser son œuvre aux yeux de tous, en direct. Tout est subjectif et certaines performances peuvent être discutables. Mais certaines marqueront les esprits, comme celle de Francis Alice, qui appelle sa performance « Parfois, faire quelque chose ne mène à rien ». Où Francis lui-même se met à pousser un bloc de glace pendant 9 heures, pour qu'au final, il n'en reste plus rien. Il fait allusion à l'effort improductif de bon nombre de travailleurs de sa région en Amérique du Sud. L'art performance va être un exutoire pour Nikki. Elle récupère divers objets, entrepose des poches de peinture juste derrière, pour tirer, tirer et encore tirer. Elle se moque de Kennedy et Khrouchtchev, les leaders américains et soviétiques, tous deux coincés dans un corps de femme. Elle se moque aussi de la religion dans l'Hôtel des Innocents, la religion qui, selon elle, tue bon nombre d'enfants innocents.
Alors je passais beaucoup de mon temps dans les magasins de jouets. Mes enfants étaient petits et des fois ils étaient jaloux. Ils disaient regarde tous les jouets que tu as et tout ça. Très souvent on avait des batailles parce qu'ils voulaient me prendre un que moi je voulais spécialement pour garder pour mon relief. Alors ils disaient vraiment ça c'est... Je crois qu'ils ont souffert pas mal de voir la quantité de jouets extraordinaires que j'avais. C'est pas que je n'en donnais pas, mais il y en avait certains que je ne voulais pas donner. Grâce à ses tirs, Niki rencontre la notoriété internationale et fait le tour du monde avec Jean qui reste à ses côtés. Mais le temps est venu, en 1963, de rendre les armes. J'ai toujours senti que mon destin était que je suis une aventurière, je ne vais pas rester dans un truc, alors... bon, c'était une partie de mon chemin, alors je me suis délibérément arrêtée de tirer. Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Je suis Jean Tinguely et je fais des machines qui ne servent à rien. Niki et Jean forment maintenant un duo de choc. Pendant que Jean confectionne des machines plus farfelues les unes que les autres, Niki confectionne ses nouvelles héroïnes. Elle les appellera les nanas, des femmes imposantes, parfois géantes, aux formes assumées et à l'allure joyeuse. Elles sont tout simplement, elles sont elles-mêmes. Ces femmes vont devenir l'image de Niki à l'international. Elle enchaîne les expositions et ces nanas deviendront un symbole pour des milliers de femmes dans le monde. Des femmes en quête d'indépendance, là où le patriarcat est encore roi. Et on sent vraiment le style Niki de Saint-Phal, à partir de ce moment-là, s'affirmer réellement. Je n'aime pas l'angle droit, il me fait peur. Je n'aime pas la symétrie, j'aime l'imperfection. Les courbes et les couleurs s'emparent des nanas. Jusqu'au jour où le Moderna Museet de Stockholm, en Suède, est séduit par ces nanas et ouvre les portes à Niki et Jean pour y construire une œuvre collective, une œuvre monumentale. Grâce à la main-d'œuvre de Jean et de Per Ulvelt, un sculpteur finlandais, Niki se met à réaliser la maquette de la On, qui veut dire elle en suédois. Une sorte de nana géante de 27 mètres de long. Les plans de Niki paraissent fous. Elle aimerait qu'on puisse rentrer à l'intérieur de la On par son vagin. Et qu'on puisse avoir une salle de cinéma et même un bar. Et évidemment qu'ils vont aller au bout de leur idée. Le directeur du musée de Stockholm essaye même de garder ça secret, de peur que les autorités annulent complètement le projet. Et après 6 semaines de travail acharné, la On voit le jour. Et c'est un carton. On observera même que le taux de natalité augmentera grandement en 1967, soit l'année suivante, en Suède. Le couple enchaîne et réalise par la suite le paradis fantastique. Niki et Jean sont au pic de leur maîtrise artistique, les machines métalliques et froides de Jean qui viennent regarder, provoquer, parfois même transpercer les sculptures belles et joyeuses de Niki. Le mariage des deux styles est parfait, il ne reste plus qu'à se marier pour de vrai. C'est l'amour fou entre Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Les deux amoureux vivent leur aventure pleinement. Entre voyage et sculpture, toujours plus grandes, toujours plus monumentales, toujours plus nombreuses aussi, au détriment de leur santé. Les heures à souder leur construction, puis à respirer le polyester, n'arrangeant rien leurs poumons. Remember when I was making those nanas in that studio in Paris? And I was cutting the polyester with those wires? Well, I got burned. My lungs got completely burned with polyester, and I'd spent a couple of months in the hospital then, as I'm very allergic to polyester. But since it's very strange to have the material that one really likes to create with is absolutely deadly, is my enemy. Mais à respectivement 41 ans et 46 ans, Jean sait que c'est le moment d'avoir un enfant. Il veut un enfant de Niki. Mais Niki n'en veut pas. Elle a déjà du mal à s'occuper de Laura et Philippe, qu'elle a eu à la vingtaine. Alors dans les années 70, le couple s'éloigne petit à petit,
On raconte même que les deux se narguaient l'un et l'autre avec leurs amants respectifs. J'en vois un meilleur que toi, j'en vois une plus belle que toi. Vraiment, on est sur une relation particulière, parfois toxique, parce qu'au fond, les deux s'aiment profondément, mais l'attirance n'est plus là. Même des années après avoir rompu, Nikki et Jean continuent à créer ensemble. Celle du centre Pompidou. C'était Jean qui était invité à faire cette fontaine, ce n'était pas moi. Parce que Boulez voulait avoir quelque chose sur l'IRCAM, mais il a dit à Madame Pompidou, je suis triste. J'ai vu une très belle fontaine de Jean Tinguely à Bâle, je voudrais la voir ici. Alors Claude Pompidou a parlé à Chirac, ils sont allés voir Jean, et puis Jean est venu voir la place et a dit non, je ne vais pas le faire parce que j'ai besoin de couleur. Autrement, je fais avec Nikki. Mais là, tout seul, avec le noir, sur cette place, non. Ils ont dit d'accord, alors faites-le avec Nikki. La seule chose qu'on m'a demandé de ne pas faire, c'était une nana. D'accord. Pas rien, il y avait d'autres choses à faire. Alors, je ne crois pas franchement que ça aurait beaucoup gêné. En parallèle de leurs diverses créations, depuis plusieurs années, chacun d'entre eux prépare, avec l'aide d'artistes et d'artisans, l'œuvre de leur vie. D'un côté, Jean prépare le Cyclope, un monstre gigantesque perdu entre ces 4 vieux chênes de Milly-la-Forêt, un monstre recouvert de miroirs, comme Nikki lui a conseillé. Un monstre qui abrite les œuvres contestataires de ses amis, celle de César d'abord, connu pour ses compressions d'objets en bloc, pour pointer du doigt la surconsommation qui fait déjà rage dans les années 70-80. On peut aussi voir l'œuvre de son ex-femme, Eva Epli, qui nous suspend au bord du vide, ce wagon, en hommage aux déportés de la Seconde Guerre. Un travail titanesque, difficile, dans lequel Jean y laissera des plumes. À tout juste 60 ans, Jean est frappé par une crise cardiaque. Nikki, à son chevet, lui parle tous les jours, pendant son sommeil. Jean est l'homme le plus important de sa vie et connaissait tous ses secrets, dont le plus sombre, celui de l'été de ses 11 ans. Et dans un instant suspendu, Jean se réveillera et racontera même que c'est Nikki qui l'aura sauvé en restant auprès de lui. Une fois remis sur pied, Jean va continuer son Cyclope, oui, mais va surtout continuer d'aider Nikki à réaliser son rêve, son monde, le jardin des tarots. J'aimerais bien un jour me faire l'équivalent de ce que les châteaux étaient, mais un château complètement farfelu et fou, ajouter bout par bout, année en année, faire des trucs incroyables et recouvrir l'intérieur avec des légendes, des histoires. Un petit monde imaginaire en Italie, dont elle a toujours rêvé. Elle, Jean et ses artisans y travailleront pendant près de 14 ans. L'endroit est dingue. Avec toujours la même technique, ces centaines, ces milliers de céramiques différentes cuites sur place qui viennent épouser les remparts du château. Tellement habitée par son jardin des tarots qu'elle finit justement par y habiter et renomme sa petite maisonnette personnelle la carte de l'impératrice. Mais un jour d'été, alors que ses machines tournent encore, Jean ne survit pas à sa seconde crise cardiaque le 30 août 1991. Il avait 66 ans. Premièrement, c'est de la bataille, premièrement. On est rivaux.
Quoi? Bon, on essaye. Tu crois qu'on essaye? Moi, je crois, oui. Il y a cette rivalité, c'est un jeu d'amour aussi. Il y a toujours l'amour. Sans amour, il n'y a rien à faire. On peut rien faire. L'amour est la base, c'est la flamme, c'est le feu. Des rivaux qui n'auront jamais cessé de s'aimer, même séparés, ils n'auront jamais divorcé. Évidemment, prise d'une tristesse absolue, Nikki pense au suicide, mais se reprend comme si une mission lui avait été attribuée. Eh bien, Jean me disait souvent, quand je mourrai, mon œuvre mourira avec moi. Et moi, j'ai dit non. Nikki donne beaucoup d'argent et se bat pour faire ouvrir le musée Jean Tinguely sur ses terres à Bâle, en Suisse. Les efforts sont nombreux et 5 ans plus tard, en 1996, le musée Jean Tinguely ouvre enfin ses portes. Là-bas, les innombrables machines, aussi déjantées qu'inutiles, font résonner le bruit des chantiers, le bruit de l'humour, de l'absurde, le bruit de la vie. Alors on s'en fout de mon avis, mais pour moi, c'est les plus belles œuvres de Nikki. On les appelle les tableaux éclatés. Des tableaux qui, lorsqu'on s'en approche, activent une cellule photoélectrique qui les feront vivre le temps d'un instant. En parallèle, Nikki se bat, toujours contre sa maladie pulmonaire, n'arrête jamais de colorier ce qui l'entoure, mais à 71 ans, le corps de Nikki n'y arrive plus. Je crois qu'elle est en train de réaliser un vrai chef-d'œuvre. C'est de là que vient Brettes, qu'elle est le plus grand sculpteur de tous les temps. Je m'appelle Nikki Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Ah, évidemment, pour moi, le rêve, c'est que mes choses soient dans la rue, en contact avec tout le monde, où les enfants peuvent jouer avec. Mais je pense que le plus important est de pardonner. Parce que si on vit quand même quelque part toujours avec une rancune, c'est très mauvais pour soi-même. Alors là aussi, j'ai trouvé un système. Je rigole tous les jours. Je rigole pendant 20 minutes. J'ai une cassette et ça me dégage. Et depuis ça, je n'ai plus de pulmonie. Nikki Saint-Phal meurt le 21 mai 2002 à La Jolla, une petite ville reculée dans le comté de San Diego. Elle aura marqué le monde de l'art, notamment parce que c'est une des rares femmes qui s'est battue contre ses droits, avec pour seul objectif de faire rayonner le quotidien de tous ceux qui l'entourent, aussi bien pour les petits que pour les grands. Having come from a bourgeois background, it irritates me enormously that here I am, I was a rebel, I escaped from that background, I said to hell with all of you, and now it's these people that are putting my work and they're gone. Merci d'avoir suivi cette belle histoire jusqu'à la fin.
J'étais super content de vous la préparer et c'est cool en tout cas que vous continuez à suivre tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si vous voulez qu'on en rediscute un petit peu. Je publie sur Instagram mes petits reels pour vous montrer un peu mon quotidien aussi. Twitter aussi, ça peut être cool, et surtout YouTube. On va essayer d'atteindre les 200 000 abonnés jusqu'à la fin 2024. Ça fera 10 ans que je suis sur la plateforme. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai que 4-5 vidéos. J'ai eu à peu près 500 vidéos sur ma chaîne. Je les ai toutes mises en non répertorié. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, elles sont disponibles dans l'onglet playlist sur la chaîne. Vous pouvez accéder à mes anciennes vidéos qui ne sont pas du tout du même délire. C'est pour ça que je voulais vraiment les dissocier avec les nouvelles. On va dire que j'ai changé vraiment la DA de la chaîne. C'était important pour moi de faire table rase de tout ça. Mais c'est encore dispo pour ceux qui veulent checker les anciennes, etc. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine histoire. D'ici là, ne vous arrêtez jamais de créer, c'est le plus important. Et puis on se retrouve dans quelques semaines. Ciao!